Bon, dans le précédent segment, on a réussi à couvrir jusqu'à John Stuart Mill et l'utilitarisme. Donc, on a vu ce courant de pensée, l'utilitarisme, de façon très très brève. L'utilitarisme qui propose qu'on mesure la moralité des actions en vérifiant la quantité de plaisir généré par chaque action pour toutes les personnes qui seront touchées éventuellement par les conséquences de ces actions-là, puis en mesurant aussi toute la douleur qui sera évitée pour toutes les personnes qui seront touchées par les conséquences d'une action. C'est en mesurant donc le plaisir généré puis la douleur empêchée à long terme par chacune des actions qui nous sont proposées, qu'on pourra les comparer pour mesurer lesquelles sont celles qui sont les plus morales d'après John Stuart Mill. Henri David Thoreau arrive, lui, sur un autre front. Henri David Thoreau, au 19e siècle, constate que certaines des lois qui existent aux États-Unis sont profondément injustes. Par exemple, aux États-Unis, on a l'esclavage existe encore. Au sud des États-Unis, même, c'est une pratique courante. Puis parfois, pour s'enfuir de leur situation, mais les esclaves doivent partir à pied pour se rendre au Canada. Henri David Thoreau, ça lui arrive d'héberger des personnes qui font cette démarche-là, qui s'enfuient des États du Sud pour s'en aller là où l'esclavage a été éliminé à son époque. Sa maison, la maison qui va se construire de ses propres mains, va parfois servir à ça. Puis lui, ce qu'il va nous dire, Henri David Thoreau, il va avoir deux œuvres importantes qui vont marquer l'histoire dans le travail d'Henri David Thoreau. C'est surtout une œuvre assez courte qui s'appelle La désobéissance civile, puis une œuvre un peu plus longue qui s'appelle Walden ou La vie dans les bois. L'œuvre de Thoreau qui s'appelle La désobéissance civile, c'est une œuvre dans laquelle Henri David Thoreau explique que lorsque les lois sont injustes, lorsqu'une loi est injuste, les citoyens ont le devoir de désobéir à cette loi-là, désobéir de manière à ce que nos contemporains puissent voir qu'est-ce que l'État réserve comme punition à ceux qui désobéissent à la loi. Donc, il ne faut pas désobéir aux lois injustes de manière secrète, il faut désobéir aux lois injustes de manière très ouverte, très publique, pour que si des conséquences, si des punitions sont prévues, ben, qu'on puisse les subir, puis que nos contemporains soient forcés de se demander si on a eu raison de désobéir. Tu sais, quand on désobéit pour des raisons de désobéissance civile, donc on le fait en expliquant la raison pour laquelle on désobéit à la loi, nos contemporains voient notre désobéissance, puis ils sont forcés à ce moment-là de se demander si cette loi-là était effectivement injuste. Puis de cette manière-là, éventuellement, les lois vont changer. Aujourd'hui, il y a plein de groupes qui se servent de la désobéissance civile justement dans ce genre d'esprit-là, qui utilisent la désobéissance civile, par exemple, pour dénoncer le fait qu'on ne lutte pas suffisamment contre les changements climatiques, puis qui vont, par exemple, aller fermer les valves sur les pipelines à la main. Il y a des groupes qui s'appellent les Valve Turner qui font ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais pour Henri David Thoreau, en agissant de cette manière-là, ils désobéissent à la loi. Puis puisqu'ils le font ouvertement, ben, éventuellement, ils reçoivent des punitions pour les gestes qu'ils posent. Puis nous, ben, on est forcé de se demander si leur désobéissance, c'est quelque chose qui mérite d'être puni ou si c'est pas plutôt quelque chose qui mérite de nous alarmer pour qu'on réfléchisse à la loi à laquelle ces gens-là veulent désobéir, pour voir si on ne devrait pas changer cette loi-là, puis changer cette loi-là qui permet aujourd'hui à tous ceux qui le souhaitent d'exploiter autant de pétrole qu'ils le veulent, puis qui permet d'en brûler autant qu'on veut. C'est peut-être une loi qu'il faut remettre en question. Peut-être qu'on devrait limiter beaucoup plus sévèrement la quantité de pétrole qu'on brûle, compte tenu de ce qu'on fait subir à la planète. Vous voyez un peu comment fonctionne la désobéissance civile pour Henri David Thoreau. L'autre œuvre de Thoreau qui est bien connue, c'est Walden de la vie dans les bois, dans laquelle il nous recommande de se construire un mode de vie dans lequel on va simplifier notre vie, dans lequel on va répondre à nos besoins essentiels
par notre propre travail au lieu de devenir dépendant du luxe. C'est pour cette partie-là de son œuvre un héritier clair de la pensée des épicuriens. Puis d'ailleurs, la filiation là, va se rendre jusqu'à aujourd'hui. Puis il va y avoir aujourd'hui des auteurs qui vont reprendre les deux idées d'Henri David Thoreau, euh, l'idée concernant la désobéissance civile puis concernant la vie simple. Ces deux idées-là, par exemple, on les retrouve très bien incarnées chez Gandhi, puis chez d'autres prix Nobel de la paix là, qui ont eu une importance historique majeure. C'est pour ça qu'Henri David Thoreau, maintenant, il y a un parc à son nom aux États-Unis. Les autres auteurs qu'on a vus en classe en version au moins résumée, il y a eu John Rawls. John Rawls, vous vous en souvenez, c'est celui qui nous propose de porter un voile d'ignorance, un voile qui nous fait ignorer notre propre position dans la société qu'on est en train de construire, de manière à construire une société juste en faisant des propositions qui sont faites d'un point de vue impartial. C'est difficile de faire ça. C'est déjà un peu plus facile si on porte un voile d'ignorance en ignorant la position que nos enfants vont occuper, parce que là, c'est un peu plus vrai. C'est vrai qu'on ne sait pas qu'est-ce que nos enfants vont devenir. Puis l'objectif que Rawls nous propose de poursuivre, c'est de construire une société dans laquelle le bonheur va être possible pour tout le monde, puis dans laquelle on va laisser exister seulement les inégalités qui sont justes, c'est-à-dire les inégalités qui sont favorables aux plus démunis dans notre société, les inégalités qui sont favorables aux plus démunis dans notre société. On en a plein d'exemples. Même si les médecins sont mieux payés de plein de monde, ben pour John Rawls, c'est une inégalité qui est juste, puisque si les médecins n'avaient pas un salaire conséquent, ben on aurait des chances d'avoir des grosses pénuries de médecins parce que personne ne voudrait faire un travail qui suppose autant une charge de responsabilité aussi grande, puis une formation aussi difficile à traverser. On le voit ce que ça donne de mettre des conditions de travail trop insoutenables, là, avec la pénurie qu'on a dans le domaine des soins infirmiers, puis dans le domaine des auxiliaires infirmières. On donne tellement des salaires de crève-faim dans ces domaines-là, dans le domaine des auxiliaires infirmières, des aides-soignantes en particulier, qu'on en manque. Puis si on montait un peu le salaire de ces gens-là, ben, ça serait favorable à tout le monde, y compris aux plus démunis, parce qu'on cesserait de frapper la pénurie qu'on frappe en ce moment. C'est ça le critère que Rawls propose. Il propose qu'on construise une société c'est-à-dire dans laquelle le bonheur est possible pour tous, dans laquelle on laisse exister certaines inégalités en prenant soin de laisser exister des inégalités qui sont justes, c'est-à-dire des inégalités qui sont favorables à tous. Puis particulièrement aux plus démunis. Il y a d'autres détails de la pensée de Rawls qui mériteraient d'être soulignés, mais on va se contenter de ce qu'on vient de se dire pour les besoins du résumé. On a vu aussi, en tout dernier lieu, Hans Jonas dans les exposés, dans les auteurs qui étaient résumés et qui étaient présumés dans la démarche qu'on a traversée ensemble. Hans Jonas, c'est l'auteur qui, en voyant sauter les bombes sur Hiroshima puis Nagasaki, prend conscience de la puissance démesurée de l'humanité, qui prend conscience de la dangerosité démesurée de l'humanité pour l'écosystème qui nous permet à tous de vivre, puis qui nous propose donc, puisqu'on est devenu aussi dangereux, il nous propose de se donner un critère moral qui prend la pleine mesure de notre dangerosité. Et il nous propose donc de construire notre éthique sur la base d'un principe de responsabilité qui s'apparente à une responsabilité parentale. C'est pas comme la responsabilité des criminels à propos de gestes du passé, mais c'est plutôt la responsabilité par rapport aux gestes du futur. Je dois, quand j'agis, agir de manière responsable en pensant aux conséquences de mes actions sur mes enfants puis sur leurs enfants. Donc, Hans Jonas, lui aussi, va formuler un impératif catégorique, un peu comme Kant l'avait fait. Lui, ce qu'il va nous dire, c'est « agis de manière
à ce que les conséquences de ton action soient compatibles avec la permanence de la possibilité d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Vous voyez que un impératif catégorique comme celui-là va nous demander non seulement de maintenir la possibilité d'une vie sur Terre, mais la possibilité d'une vie humaine sur Terre. T'sais, on pourrait vivre dans des bunkers pour des milliers d'années en se terrant comme dans un monde post-apocalyptique, mais lui, ce qu'il nous dit, c'est pas de se construire un monde de ce genre-là. Il veut pas seulement qu'on maintienne la possibilité d'une vie humaine sur Terre, il veut qu'on maintienne la possibilité d'une vie authentiquement humaine sur Terre, avec toute la complexité, avec toutes les beautés auxquelles on peut aspirer dans ce monde complexe-là, dans ce monde riche de biodiversité-là. Donc, on doit maintenir l'habitabilité de la planète à très long terme, l'habitabilité de la planète pour des gens qui vont y vivre heureux, qui vont y vivre une expérience authentiquement humaine. Ça, c'était ce qu'on avait résumé pour ce qui est de Hans Jonas. Dans les autres exposés oraux qui ont été faits, Jean-Philippe Bolduc nous a fait un excellent exposé oral sur le communisme. Vous vous souvenez de ce courant de pensée-là, hein, le communisme qui nous propose de prendre conscience du fait que l'économie capitaliste qui nous amène à être, comment dire, à tirer profit de l'égoïsme humain pour construire une économie florissante, ben, cette idée-là de l'économie, selon laquelle la recherche du profit personnel va être une source de motivation qui, mariée avec la lutte des uns contre les autres dans un contexte économique où on va tous chercher à tirer notre épingle du jeu, cette idée-là qu'on va construire comme ça une économie super efficace, ben, cette idée-là est remise en question par les communistes qui constatent au 19e siècle à quel point une économie basée sur la recherche de profit puis sur un égoïsme bien senti, cette économie-là va nous amener à des conséquences assez désastreuses. Au 19e siècle, il y a des gens qui ont des conditions de travail complètement dégradées. Les gens qui étaient des artisans, il y en a plein qui perdent leur emploi parce que l'artisanat est remplacé par du travail en usine. On produit beaucoup plus efficacement avec des machines qui fonctionnent des machines mécanisées qui vont produire massivement en étant simplement surveillées par des travailleurs pas nécessairement spécialisés. Ben, cette sorte de productivité-là qui est permise au 19e siècle, puis qui permet d'avoir une production qui explose, une production économique qui explose au 19e siècle grâce à la révolution industrielle, ben, même si on a beaucoup, beaucoup de biens qui sont produits, ben, il y a des individus dont la situation personnelle se dégrade assez massivement parce que bien que les propriétaires des entreprises puissent s'enrichir massivement avec une productivité décuplée par les machines, ben, ceux qui travaillent dans ces usines-là perdent le contrôle sur le fruit de leur travail. Un artisan qui fabriquait du tissu avant la révolution industrielle, quand il s'en va travailler dans une usine, le tissu qu'il fabrique, ben, il appartient au propriétaire de l'usine, puis il va avoir un salaire à la place d'être propriétaire de son propre produit, il va recevoir un salaire de l'usine. Puis ça va faire que ses conditions à lui vont se dégrader. Puis comme on a besoin de beaucoup de charbon pour faire fonctionner les machines à vapeur, ben, il va y avoir des mineurs aussi qui vont avoir leurs conditions. Ben, en fait, la job de mineur va apparaître d'une certaine manière en grande quantité au 19e siècle. Ça va prendre pas mal de monde. D'abord pour aller couper tous les arbres pour faire fonctionner les machines à vapeur, puis ensuite pour descendre dans les mines, pour aller chercher du charbon, pour continuer de faire fonctionner les mêmes machines. C'est les conditions de ces travailleurs-là pour que les entreprises soient riches, puis pour que les entreprises fassent beaucoup de sous,
les conditions de ces travailleurs-là, ils ne seront pas super optimales, puis ils vont vraiment se dégrader. Il va y avoir des enfants qui vont travailler des semaines de 60 heures. Ça va être l'horreur, en fait, la condition de vie des travailleurs. Pendant cette partie-là du 19e siècle, il y a un bon roman qui décrit ce contexte-là. C'est Germinal d'Émile Zola. Ça vaut la peine de prendre connaissance de ce roman-là. Les conditions ignobles de ces travailleurs-là vont amener des penseurs comme Friedrich Engels puis Karl Marx à proposer une autre manière de construire l'économie. Eux, ce qu'ils vont dire, c'est que cette économie-là, qui est avilissante pour les travailleurs, on pourrait la remplacer par une économie dans laquelle il n'y aurait pas des propriétaires d'un côté puis des travailleurs de l'autre, avec des classes sociales très, très, très séparées les unes des autres. On devrait plutôt construire une économie dans laquelle on essaie de lutter contre la division entre les classes sociales en ayant une seule classe sociale, la classe sociale des prolétaires, qui devrait s'unifier pour devenir eux-mêmes propriétaires de tous les moyens de production. C'est ce qui fait dire à Marx puis à Engels dans le manifeste du Parti communiste, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Cette idée-là, le prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Unissez-vous pour devenir propriétaire de tous les moyens de production. Cette idée-là, ben, c'est l'idée centrale du communisme. Ça a créé tout un bloc de pays qui ne sont pas devenus nécessairement des incarnations du rêve que Marx avait formulé, parce que, une fois qu'on l'a dit, qu'il faut que les prolétaires de tous les pays s'unissent pour devenir propriétaires des moyens de production, dans la réalité terrain, ce qui s'est passé surtout, c'est que des potentats, des groupes extrêmement qui ont occupé le pouvoir dans ces régimes-là qui essayaient d'incarner l'idée du communisme, ben, les groupes qui occupaient le pouvoir n'étaient pas toujours animés des bonnes intentions qu'on aurait pu souhaiter les voir incarner. Puis on se retrouvait des fois avec des gens qui s'accaparaient le pouvoir, puis qui étaient assez violents avec les prolétaires dont ils prétendaient les porte-paroles, les porte-flambeaux au niveau gouvernemental. Ça fait que ça a donné des dictatures qui ont dégénéré de manière assez sanglante dans certains cas, puis qui n'ont pas produit le paradis collectif que le communisme imaginait. Mais il y a certaines des idées du communisme qui ont été reprises